Et bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette deuxième webconférence ce soir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Alors ce soir, on se retrouve pour cette deuxième webconférence, donc deuxième conférence d'une série de 5 volets qui s'appelle L'art d'oser se réaliser. Vous avez déjà expliqué que ces 5 conférences sont construites comme un chemin. Alors on vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez vivre cette expérience ce soir comme une expérience enrichissante. On vous propose de ne pas être trop dans le mental, de vivre vraiment cette conférence comme quelque chose de vivant. Donc vraiment éviter les distractions et essayer de vous mettre dans un endroit où vous serez le plus à l'aise possible. On va essayer de ne pas être trop dans le mental, on va essayer aussi de ressentir sur le plan émotionnel, mais également sur le plan corporel ce soir. On avait précisé à la première webconférence qu'on voulait vraiment rendre des notions du Tao, mais également la vision de l'accompagnement moderne accessible à tous. Donc on se fait vraiment un point d'honneur à vous parler, à s'exprimer avec les mots qui nous semblent les plus simples et les plus justes. Et on va rester dans cette même lignée ce soir. Et donc ces replays sont minutés, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver les différentes thématiques que nous allons aborder. Et quand vous cliquez sur le timing, vous arrivez directement au moment qui devrait vous intéresser. Et donc pour ouvrir le bal de cette deuxième webconférence, une petite citation de Paulo Coelho, qui a écrit L'Alchimiste, donc un grand écrivain, et qui nous dit « Sur le chemin, comme dans la vie, la sagesse n'a pas de valeur que si elle peut aider l'homme à vaincre un obstacle. » Donc sur le chemin, comme dans la vie, la sagesse n'a de valeur que si elle peut aider l'homme à vaincre un obstacle. Et donc ça rejoint un peu notre vision de ce webinaire ce soir, puisque on estime que pour se réaliser, il va y avoir des obstacles sur le chemin, et cet obstacle, c'est bien souvent nous-mêmes. Donc ça va faire partie des grandes thématiques qu'on va aborder ce soir. Quels sont les obstacles et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se réaliser une vie sur mesure, non pas la vie celle des autres, non pas celle que les autres aimeraient qu'on vive, mais bel et bien la nôtre, notre identité, se respecter nous-mêmes avec nos valeurs. Voilà, donc le programme aujourd'hui, on va parler de l'art d'oser se réaliser. Donc on avait parlé la dernière fois de l'art, où c'est une expression des sens et des émotions par rapport à cette possibilité d'oser. Et là, on ose se réaliser, s'accomplir en cohérence avec ses valeurs et son identité. Et ça, on le fait selon un chemin. Ce chemin pour aller vers plus de sens et d'alignement, pour donner du sens dans votre vie, dans ce que vous faites, et retrouver votre reconnexion à vous-même. Et donc ce soir, vous aurez aussi à la fin un livret pour identifier vos peurs. Ça vous aidera à mieux clarifier toutes vos peurs qui peuvent vous bloquer sur ce chemin de réalisation. Mais tout à fait, on a pris le temps de vous réaliser ce petit livret. Et pourquoi un livret? Parce que on va beaucoup parler ce soir, on va beaucoup interagir les uns avec les autres, on va vous donner pas mal de concepts. Et on s'est rendu compte que quelque part, c'est bien d'avoir des beaux concepts, c'est bien d'être dans la tête et d'essayer de comprendre certaines choses, mais si on ne les vit pas, malheureusement, la métamorphose et la réalisation sont un peu complexes. On avait à cœur que ce petit livret vous permette d'écrire, et on pense et on a la conviction qu'en écrivant, il y a quelque chose qui va se passer. C'est quelque chose que moi-même, d'ailleurs, j'ai souvent expérimenté en écrivant, en travaillant à l'écrit. Même quand je rangeais ce que j'écrivais dans un tiroir, que ce soit un tableau de visualisation, que ce soit un travail sur les peurs, que ce soit un travail sur mes croyances limitantes ou encore sur l'estime et la confiance, eh bien, il s'est passé des choses. Et quand je retrouve ces choses que j'ai écrites, eh bien, je me rends compte qu'il y a eu du chemin entre les deux. Et inconsciemment, il y a quelque chose qui se produit et qui nous donne l'élan de continuer à évoluer, à progresser. Donc voilà, pour ceux qui... Alors, se réaliser, un bien grand mot. Et donc, j'ai une petite pensée toute particulière
vers Montréal ce soir, vers le Canada. Et je vais m'expliquer. À la première webconférence, on avait abordé un petit peu la langue des oiseaux. C'est un sujet qui me passionne. J'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien les travailler. Je suis convaincu que dans les mots se cachent des trésors. Et donc, se réaliser, la racine, eh bien, ça vient du mot réel. Et par réel, on peut entendre roi et réel. Donc, pourquoi je parle du Canada et pourquoi je parle de Montréal? Bien sûr, la ville s'appelle Montréal. Et à Montréal, il y a un lieu magnifique, un vrai îlot de nature, mais à la fois qui est un repère pour toute la ville et qui s'appelle le Mont-Royal. Eh bien, le Mont-Royal et Montréal, eh bien, c'est exactement la même chose, ce sont exactement les mêmes racines, puisque dans réel, il y a bien sûr quelque chose qui est de l'ordre du royal, donc quelque chose qui est supérieur. Et donc, quand on parle de se réaliser, eh bien, c'est rendre réel et effectif, c'est construire et élaborer quelque chose qui était à l'état de projet et de pensée. Puisque l'acte de créer, finalement, eh bien, c'est l'acte de passer de quelque chose qui est mental et le mettre dans la matière. Et donc voilà, cette pensée montréalaise me semble tout importante, puisque moi, il s'est passé de grandes choses dans cette ville-là. J'ai pris conscience d'énormément de choses et il y a une énergie bien particulière. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Mont-Royal, il y a un point culminant, il y a une croix tout en haut, et aucune habitation à Montréal ne peut dépasser ce point culminant, comme si ce point royal était quelque part un point qui donnait repère à toute la ville. Donc voilà, pour se réaliser, vous allez passer de quelque chose qui était à l'état de projet, à l'état mental, et vous allez le porter, vous allez le mettre vous-même dans la matière. Et pour cela, bien sûr, eh bien, il y a un chemin. Et je vais passer. Alors oui, non, je ne vais pas passer au slide suivant. Vous voyez la petite image, il y a cette petite grenouille avec une couronne sur la tête. Et bien quelque part, voilà, il y a ce fameux mythe, ce fameux conte qui existe dans l'inconscient collectif, mais qu'on a peut-être, que certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu. Eh bien dans tout roi, il y avait une grenouille qui subsistait, et cette grenouille successivement s'est transformée pour devenir un prince, et donc devenir quelque chose de royal. Et donc c'est un outil qu'on utilise d'ailleurs en coaching, un outil assez puissant, mais c'est également quelque chose qui subsiste en chacun de nous. Et eh bien, nous sommes tous des personnes ordinaires, nous sommes tous des personnes, nous sommes toutes quelque part cette petite grenouille qui tendons à devenir quelque chose de royal. Et donc cette grenouille, pour devenir royale, va suivre un chemin. Et je vais passer au slide suivant afin qu'Op puisse se présenter. Je me définis comme stratège de vie. J'ai commencé par faire des arts martiaux, et les arts martiaux m'ont appris à supporter les douleurs, à me dépasser, à avoir un état d'esprit combatif, à avoir aussi avoir une bonne posture dans la connaissance du corps. Et je voulais aussi soulager les souffrances physiques et donc comprendre les mécaniques de cette souffrance physique. Et à fur et à mesure, j'ai continué à apprendre, et la souffrance physique n'était pas, c'était juste une partie du processus. Donc, il fallait intégrer aussi la partie énergétique, la partie émotionnelle, la partie psychologique qui rentre en jeu. Et c'est comme ça que j'ai fait de la médecine chinoise. Et ça m'a appris beaucoup à connaître un petit peu la circulation de l'énergie, comment ça fonctionnait et l'impact que ça avait sur le corps, les émotions et sur le mental. Et du coup, j'ai continué à apprendre parce qu'en médecine chinoise, on n'apprend pas tout. Tout a été scindé avec le temps. Et j'ai rajouté le Qigong thérapeutique, qui est en fait une énergétique qui vient des chamans de l'ancien temps, avec des soins énergétiques et des exercices corporels, dans le but toujours de soulager la partie des trois dimensions de l'être, l'esprit, le cœur et le corps. Et ça travaille aussi la partie psycho-émotionnelle, beaucoup plus que la médecine chinoise.
J'ai aussi fait des méditations et la chimie interne pour connaître le processus de transformation de l'énergie en moi et puis autour de moi et de sentir comment ça fonctionnait dans la nature. Avec tout ce processus, ça a permis de comprendre l'alignement des 3 dimensions de mon être, que ce soit le corps, le cœur et l'esprit. Et je devais aussi intégrer le concept de l'espace-temps avec la métaphysique chinoise, qui est l'art où on étudie l'art du positionnement et du timing, pour savoir comment on peut agir aussi autour de nous, avec l'environnement, avec le contexte, que ce soit climatique, socio, politique, économique, prendre tout en compte qui est externe à soi, mais aussi le temps, le timing, d'agir au bon moment, au bon endroit. Et pour compléter ce processus interne et externe, il fallait aussi mettre une approche stratégique pour réaliser justement ce processus yin-yang de manière le plus efficace, avec le moins de perte de temps possible et le moins d'énergie possible. Et donc cette approche, c'est avec l'art de la guerre de Sun Tzu et d'autres disciplines liées à ces arts stratégiques comme le 36 stratagèmes et d'autres traités. Et dans ce sens, je voulais avoir aussi plus d'impact au niveau dans ce que je connaissais du Tao, en le rendant plus simple, plus accessible et de plus dynamique, et le moderniser dans ce monde en pleine mutation qui en a vraiment besoin, et pour donner tous les concepts nécessaires et que tout le monde puisse l'utiliser. Et donc j'ai appris à travailler sur Internet, appris à faire des vidéos, faire des chaînes YouTube, à faire une page Facebook et en utilisant tout mon potentiel qui se met au service de mon savoir-être et de vous donner tout ce que je sais et de le rendre vraiment accessible. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, je vais me présenter à mon tour. À chaque fois que j'arrive à cette partie, je repense au moment où je t'ai rencontré. C'était il y a un peu plus d'1 an, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, moi, je suis un ancien restaurateur. J'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai travaillé dans le service, mais pas que. J'ai aussi fait de l'animation, donc animer. Et ça m'a servi dans l'événementiel. J'ai aussi fait de l'informatique. D'ailleurs, l'informatique a été mon premier métier, ma première carrière. Donc j'ai appris ce que c'était qu'un programme informatique. Je suis rentré dans l'univers des ordinateurs. Et quelque part, c'est assez intéressant. On y reviendra sûrement plus tard dans la conférence, mais c'est intéressant de voir à quel point ces ordinateurs, ces programmes informatiques nous ressemblent étrangement. Donc voilà, en tant que restaurateur dans l'événementiel, j'ai vraiment eu cette notion du service qui était très forte. Quelque part, c'est quoi être au service de quelqu'un ? Eh bien, on dit qu'il y a son service militaire, on dit qu'on fait du service, on dit aussi que les religieux prennent le service. Donc quelque part, j'ai appris beaucoup de l'humilité, j'ai appris à ne pas juger, j'ai appris à recevoir les clients comme ils venaient, puisque on sait que dans l'hôtellerie-restauration, on est amené à gérer des personnes qui ont des goûts différents, qui ont un timing différent. Certains sont pressés, certains ont le temps, certains cohabitent ensemble dans la même salle et ils nous demandent de gérer les uns et les autres. Donc ça a été une expérience très riche, très enrichissante. Et c'était aussi celui de développer un art, puisque je suis toujours passionné de cuisine. J'adore faire de la cuisine à mes heures perdues et j'ai même monté un food truck dans le Tarn, ma première entreprise. Et puis j'ai ouvert 5 restaurants, donc je suis aussi un passionné d'ouverture. Je suis aussi un passionné de créer quelque chose. Donc vraiment, quand on disait prendre une pensée et en faire quelque chose dans la matière, eh bien, je pense que je sais de quoi je parle. Et autour de ça, depuis mon plus jeune âge, je suis également passionné de savoirs ancestraux.
d'histoire. J'ai commencé tout petit avec Tolkien, avec Le Seigneur des Anneaux, avec Bilbo le Hobbit. Pour rappel, ça a été écrit par un initié, hein. Il y a beaucoup de liens entre ce qui s'est passé dans Le Seigneur des Anneaux et ce qui s'est passé réellement dans l'histoire, hein, puisque Tolkien a été marqué par son époque, par son temps, et d'ailleurs la cavalerie du rang était la cavalerie anglaise, la langue elfique est un dérivé de la langue irlandaise. Je suis également un passionné aujourd'hui de Game of Thrones, donc je continue, et on sait que l'écrivain de Game of Thrones est quelqu'un qui a remis beaucoup de choses cachées aussi de ce qui s'est passé dans notre histoire pour le remettre dans cette épopée. Et puis passionné de développement humain, j'ai vécu beaucoup de choses parfois dures, parfois douloureuses, je devrais dire. On peut même parler de souffrance, puisque la souffrance est quelque part sublimer un peu sa douleur. Et dans l'hôtellerie-restauration, c'est pas toujours facile. Il y a des conflits avec les clients, il y a des conflits avec les équipes, il y a des conflits avec les managers, il y a des conflits avec la direction. On fait beaucoup d'heures, donc on est toujours proche de ses limites. Et donc le développement humain s'est vite mis devant mes yeux comme une évidence, comme quelque chose qui pouvait régler pas mal de choses. Je ne comprenais pas ces fonctionnements pyramidales. Aujourd'hui, je les accepte beaucoup mieux et je comprends mieux pourquoi on a ces hiérarchies qui se sont installées. Mais également, je tends à les faire évoluer dans certains cas, comme n'étant pas un modèle unique, mais comme un modèle qu'on peut utiliser comme quelque chose qui peut s'adapter. Et après un burn-out, puis un deuxième, puisque j'ai fait 2 burn-out durant cette carrière de restauration. Le premier, je ne l'ai pas fait en conscience, mais le deuxième, je l'ai fait en conscience. Et quand j'ai eu ce deuxième burn-out en conscience, j'ai dit ok, la restauration, ça a fait son temps, je vais l'utiliser comme les expériences précédentes, mais je vais me réorienter dans le coaching et dans le développement humain. Et j'insiste vraiment sur le développement humain, puisque j'ai choisi le coaching de manière très pragmatique, puisqu'à l'époque, ce que je cherchais, c'était une voie professionnelle et un diplôme. Aujourd'hui, j'y suis beaucoup moins attaché. Quelque part, le diplôme est bien sûr, c'est OK de l'avoir obtenu. Je suis complètement OK aussi avec ces notions de certification qu'on peut trouver dans le coaching. Mais quelque part, le développement humain reste ma principale priorité. Et aujourd'hui, je ne fais pas du coaching, je suis coach et vraiment dans l'essence du coaching, il y a des choses qui sont très intéressantes. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Hop, on a échangé sur le Tao, on s'est retrouvés autour de savoirs ancestraux et on a beaucoup échangé. Et ce qui a créé ce point de rencontre, c'est vraiment pouvoir partager la vision de l'accompagnement moderne avec ces savoirs ancestraux. Et je me suis rendu compte que l'accompagnement moderne avait ses limites, qu'on ne pouvait pas tout faire avec les outils du coaching, mais que le principal outil du coaching, c'était nous-mêmes et qu'il fallait se développer, qu'il fallait continuer à se remettre en question et que plus le développement avait lieu, plus cette évolution avait lieu et plus finalement le coaching était puissant. Comme quoi les outils et le savoir-faire ne sont rien face au savoir-être. Et puis, à travers le coaching, je vous ai dit que j'étais coach polymorphe. Eh bien, c'est une réalité puisqu'aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs, mais j'accompagne aussi des gens sur le plan personnel. Et j'estime que le métier de coach, on va parler du métier, pour moi, le coaching, c'est pas vraiment un métier, c'est un savoir-être. Et on peut l'utiliser au sein de plusieurs métiers. On peut l'utiliser comme manager, on peut l'utiliser comme médecin, on peut l'utiliser à différents niveaux et à différents degrés. Et donc, j'ai formé quelques personnes, ce que j'appelle des experts dans leur domaine, à utiliser cette posture du coach. On m'avait dit quand j'avais appris le coaching que le coaching et le consulting, c'était pas forcément quelque chose qui se connectait bien ensemble. Et bien en fait non, ça se marie très bien. C'est juste une question de vigilance, c'est une question de conscience, c'est aussi une question de volonté d'accompagner son client et de l'aider à se développer et à vivre un changement. Et quelque part, ça se passe très très bien. Et puis pour finir, voilà, je me réalise depuis quelques temps et à vitesse grand V depuis quelques temps, je me suis reconnecté à l'écriture. J'adore parler en public, donc je me suis connecté au webinaire et je transmets même autour de la question du webinaire puisque j'accompagne une entreprise qui forme au webinaire. Et quelque part, voilà, le développement de nos potentiels nous aide à avoir beaucoup plus de créativité et nous aide à nous réaliser. Et sur ce chemin, je commence à comprendre quelque chose de fondamental. Eh bien, c'est qu'on ne négocie pas avec son être. Et quelque part, on s'adapte à cet être, on le fait vivre.
Et c'est là qu'il y a une réalisation qui se produit, et c'est là qu'on produit des choses très intéressantes. Et pourquoi cette conférence? Et je vais laisser la main à Hop, qui va vous expliquer l'essence de cette conférence. Pourquoi cette conférence ce soir? Voilà. Donc, dans cette conférence, les questions que l'on doit se poser, c'est pourquoi n'arrivons-nous pas à nous réaliser? Et quels sont nos blocages, nos peurs, nos appréhensions pour se réaliser? Il faut les identifier. Quand on peut identifier le problème ou l'ennemi, on peut mieux donner un visage, donner une forme, et c'est beaucoup plus facile à avoir de pouvoir gérer ce problème. Et aussi, comment se réaliser. Et actuellement, dans le monde où nous vivons, on a standardisé la réussite, c'est-à-dire qu'on a mis des normes de réussite, que tout le monde doit être dans une case, dans un box, doit être conforme à ce qu'on propose et ne pas sortir de cette case. Et donc, le modèle de réussite est un modèle de réussite très standardisé, très normalisé, très conforme, et qui n'est peut-être pas adapté à chacun, parce que chacun est différent, chacun a ses potentiels, chacun peut aussi se réaliser, mais pas dans la norme que nous avons, que le monde actuel veut proposer. Et donc, il propose donc des modèles de beauté, que tout le monde doit s'y conformer, des modèles de l'apparence ou de superficialité. Et donc, il faut que tout le monde fasse comme tout le monde. Tout le monde doit plaire à tout le monde. Et pour plaire à tout le monde, donc, on doit se déconnecter de ce qu'on est pour se conformer à autre chose. C'est prendre la forme, une autre forme que la nôtre. Donc, après, quand on prend la forme d'autre chose, on se dit pourquoi notre vie n'a plus de sens, parce qu'on perd notre substance à force de mettre notre énergie, notre temps dans autre chose. Et donc, pour se conformer justement à ces modèles de réussite ou de plaire, de l'apparence. Et du coup, notre individualité disparaît progressivement, notre identité aussi, pour être dans un genre de troupeau où tout le monde se ressemble, ou dans une sorte de boîte où tout le monde peut s'y mettre. Et donc, du coup, beaucoup de personnes ne peuvent pas se réaliser à cause de ça, par peur du rejet, par peur de ne plus faire partie d'un groupe, d'être marginalisé, parce qu'ils se sentent différents, parce qu'ils peuvent enfin exprimer pleinement leur potentiel, leur identité et leurs valeurs. Et c'est cette peur-là qui fait qu'on est bloqué et qu'on a du mal à se réaliser. C'est marrant, tu as parlé de la boîte, puis d'ailleurs c'était l'image qu'on avait mis, sur le slide précédent, un petit bonhomme dans une boîte. Il y a un grand penseur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Rabhi, et il disait: de la maternelle à l'université, on est enfermé, on appelle cela le bahut. Puis tout le monde travaille et vit dans des boîtes, hein, on dit bien qu'on va dans une boîte. Pour s'amuser d'ailleurs, on va en boîte. Et puis on y va d'ailleurs dans sa caisse. Et puis enfin, on rentre dans une boîte à vieux. Et puis on retrouve la dernière boîte. Ça, je ne vous fais pas de dessin. Vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas, pourquoi réagissons-nous comme ça? Et pourquoi est-ce qu'on reste dans ces boîtes? Pourquoi est-ce qu'on continue à suivre ces standards de réussite et ces modèles dont Wab vient de vous parler? Eh bien, bien souvent, c'est par peur.
par peur ou par envie, mais quelque part, c'est exactement la même chose. Parce que quand on a envie de plaire, c'est peut-être parce qu'on a peur du jugement. Quand on a envie de plaire, c'est peut-être par peur du rejet, par peur du regard des autres, par peur du conflit avec l'autre. C'est quelque chose qui est très souvent visible en coaching quand on travaille dans tout acte de changement. Pourquoi est-ce que je me positionne comme ça? D'ailleurs, la peur, hein, de manière instinctive, c'est une forme d'attaque. Hein. Donc, les gens qui ont peur deviennent agressifs. Donc, quand quelqu'un dans la rue est agressif avec vous et qui vous parle d'une manière agressive, c'est peut-être parce qu'il a peur quelque chose. Sinon, il n'y a pas de raison d'être agressif quelque part quand on n'a pas peur. Et ces peurs, eh bien, elles ont deux niveaux. Elles ont un niveau conscient, c'est-à-dire qu'on a conscience de sa peur et on sait qu'on a peur de quelque chose. Et déjà là, c'est cool parce qu'on commence à se connaître. Puis au moins, on sait qu'il y a quelque chose qui est là et qui nous empêche d'avancer. Mais ces peurs peuvent aussi avoir été oubliées, avoir été mises dans un tiroir. Et là, elles sont plutôt dans la partie inconsciente de l'individu. On dit qu'il y a plusieurs strates, hein, au sein d'un individu. Et eh bien, les conséquences de ces peurs, eh bien, par exemple, j'accompagne des entrepreneurs et ils ont un super objectif, hein, quelque chose qui leur correspond. Ils sont très alignés avec leurs valeurs, leurs convictions et leur éthique. Puis ils me disent, mais je comprends pas, je procrastine. Je comprends pas, je suis dans l'inaction, je suis dans la complaisance et pourtant c'est vraiment le projet qui me tient à cœur. Et quand on creuse un peu, quand on questionne de manière ouverte la personne, eh bien, on se rend compte qu'il y a un besoin quelque part. Et puis derrière ce besoin, derrière cette envie de quelque chose, eh bien, il y a peut-être et bien souvent même une peur. Donc ces conditionnements inconscients ou conscients des fois entraînent malheureusement de l'autosabotage. C'est-à-dire que, par exemple, une peur que j'ai trouvée qui est juste incroyable, quand la première fois que j'ai interrogé quelqu'un et que j'ai pris conscience avec la personne que j'accompagnais qu'il avait peur de réussir, mais je suis tombé des nues. Et d'ailleurs, c'était pas pour rien, puisqu'on dit que souvent on rencontre des gens qui nous renvoient des choses sur nous-mêmes. Eh bien, je me suis rendu compte que j'avais moi-même, en fait, de manière inconsciente aussi cette peur de réussir. Et bah oui, parce que quand on réussit, eh bien, on pourrait changer, on pourrait avoir de l'argent, on pourrait vivre ses rêves. Et puis, comment nous percevrait notre entourage si on arrivait à faire tout ça? On pourrait devenir rejeté. On pourrait rentrer en conflit avec un parent, on pourrait rentrer en conflit avec un frère, une sœur, ou un bon copain qu'on a depuis le collège, et donc ça pourrait être terrible. Et donc cette petite peur inconsciente, et je dis petite, eh bien elle prend beaucoup de place. Et donc comment se réaliser? Eh bien, quand on prend conscience de ces peurs, quand on prend conscience qu'on a ces peurs du jugement, qu'on a ces blessures en nous et qu'on continue à les vivre comme un scénario, eh bien, on peut commencer à créer des stratégies. Et on peut commencer à se dire, tiens, ça y est, je vois cette peur, maintenant je vais pouvoir la dépasser. Et ce que je venais de vous dire, bah, tiens, si je faisais ci, il pourrait m'arriver ça, je pourrais rentrer en conflit. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle des croyances. Eh bien, il y a une bonne nouvelle ce soir, c'est que les croyances, ça se reprogramme. Alors, ça ne se reprogramme pas dans la tête. C'est comme un ordinateur, on y reviendra encore un peu plus tard. Ça se reprogramme à plusieurs niveaux, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc une croyance limitante, il ne suffit pas de se dire tous les jours oui, ça y est, je n'ai plus peur du rejet, je n'ai plus peur du conflit. D'ailleurs, comme ça ne marcherait pas parce que c'est pas du tout positif. Donc déjà, il y a une manière de se reprogrammer, premièrement. Et puis, ça passe aussi par différents niveaux. Hein. On vous a parlé avec Hop lors de la dernière conférence de la cohérence en 3 dimensions. Eh bien, la cohérence en 3 dimensions, ce n'est pas que du mental. C'est également un niveau émotionnel qui se passe au niveau du cœur. On appelle, en coaching, on travaille avec ce qu'on appelle l'index de conscience, tête, cœur, corps. Eh bien, la similarité avec le Tao, hein, premier lien entre vision moderne et savoir ancestral, eh bien, c'est dans le Tao, c'est l'esprit, c'est le cœur et le corps. Eh bien, la reprogrammation ne se fait pas qu'à un niveau, elle se fait sur ces 3 niveaux. Et je laisse la main à Hop sur la suite de cette conférence. Et donc, si on pouvait se projeter et s'imaginer que dans le futur, on pouvait se réaliser, qu'est-ce que ça aurait comme impact pour vous? Et si en plus cette réalisation est une raison personnalisée et n'est plus normalisée, pas dans une boîte qu'on a mis
qu'on vous a imposées, mais librement, librement choisi et librement agi et librement vous accomplir réellement, comment sentirez-vous? Comment, comme disait Kevin, le regard des autres par rapport à ça? Comment vous allez vous sentir par rapport à ça? Êtes-vous bien à l'aise par rapport à ça? Êtes-vous prêt justement à ce changement, à faire face justement à tout le jugement qu'on pourrait avoir derrière, de l'envie peut-être aussi, parce que la réussite, ça provoque aussi de l'envie ou de la jalousie. Du coup, tous vos comportements et attitudes avec ceux qui vous côtoyez risquent de changer énormément. Le regard sur vous aussi. Donc, en échange, vous serez beaucoup plus aligné dans ce que vous faites et beaucoup plus serein aussi dans ce que vous êtes et vivre pleinement votre vie. Donc, mettre de la vie dans votre vie, remplir maintenant et donner vraiment du sens réellement. Et donc, pour se réaliser, il faut créer déjà un environnement qui soit propice à cette réalisation. Donc, c'est la partie bien des choses, c'est-à-dire il faut peut-être s'entourer de bonnes personnes, pas se débarrasser des gens toxiques, des gens qui vous tirent vers le bas, des gens qui vous empêchent, ce sont des boulets qui vous empêchent d'avancer. Essayez d'avancer avec plusieurs boulets, vous verrez que vous n'avancez pas très vite. Ou si vous êtes enchaîné, vous aurez du mal aussi à avancer. Donc, enchaînez à votre environnement, à certaines personnes qui vous empoisonnent et qui vous empêchent vraiment d'exploser vos potentiels, vos capacités qui sont énormes. Et donc, ça, c'est l'environnement. Et donc, il y a aussi un travail interne à faire, qui est la partie yin. Cette partie-là, vous allez retravailler tous les conditionnements, tous les croyances limitants qu'on vous a mis depuis longtemps, reprogrammer tout le processus comme un ordinateur. Il y a des vieux programmes qui ne servent plus et il faut mettre à jour. Et peut-être qu'un logiciel qui marchait il y a quelques années est obsolète cette année parce que beaucoup de choses ont changé dans votre vie. Vous avez changé et il est temps peut-être de changer de logiciel et de fichiers ou de vieux schémas pour mettre des nouveaux programmes et pour atteindre vraiment une meilleure version de vous-même. Et c'est dans ce sens que vous allez développer votre savoir-être. Et ce savoir-être va servir d'ancrage pour avancer. Alors, avant que tu parles de ce slide, moi j'aimerais poser une question aux personnes qui nous suivent dans le chat parce qu'on va quand même répondre à certaines problématiques. Mais j'aimerais leur poser la question suivante. Et j'aimerais vous poser donc la question suivante. Dans cette période un peu complexe, dans cette période que nous traversons tous ensemble sur le plan collectif, qu'est-ce qui pourrait ou qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser? On a parlé des peurs, mais il y a peut-être d'autres choses. Donc, j'aimerais pendant que vous meniez un petit peu cette réflexion là, dès que vous allez m'entendre là, par rapport à ce qu'on a déjà dit, par rapport à ce qui a déjà été évoqué, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vous réaliser? Et je te laisse la main. Voilà, donc pour se réaliser, il faut lever la restriction évolutive. La restriction évolutive, c'est, comme je vous ai dit, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous enchaîne et d'évoluer.
C'est pas simplement se développer, mais avancer vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus optimal, et d'ouvrir vraiment pleinement vos potentiels. Vous avez énormément de potentiel en vous, mais et qui est dommage. Ce qui est dommage, c'est que à cause de ces restrictions qu'on vous a imposées et qu'on vous a programmées pour faire croire que vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'avez pas la capacité de le faire et que vous n'en valez pas la peine de le faire. Pour vous mettre toujours dans cette boîte et que vous restez dans cette boîte. Et donc, pour évoluer et se réaliser pleinement, le Tao se définit par 3 mots. Par la transformation, donc c'est un processus de transformation, donc un chemin. Et ce chemin, c'est pas seulement juste prendre conscience, il faut passer à l'action, il faut appliquer ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, pour le ressentir et pouvoir l'intégrer complètement dans les 3 dimensions. Pas seulement parce qu'on a compris mentalement ou spirituellement, il faut que ça passe aussi par les émotions, qu'on le ressent, qu'on le vive et comment on peut le gérer ces émotions qui ressortent. Souvent, on part dans un sens ou dans l'autre, dans un extrême trop ou trop peu. Et justement, le Tao veut vous apprendre à trouver cet équilibre entre vos émotions et il faut l'intégrer dans le corps aussi pour que ça se manifeste dans la matière et de le ressentir complètement. Et donc actuellement, les évolutions, on a beaucoup évolué au niveau technologique, on a beaucoup de confort, tout est plus facile, et comme on a tout de suite, on en oublie nous-mêmes, parce que tout est projeté à l'extérieur, et l'intérieur se vide progressivement. Et on n'a plus d'obligation d'évoluer. Alors que dans le passé, on devait se battre pour pouvoir survivre, se battre pour pouvoir avoir quelque chose. Comme tout est plus facile maintenant, on oublie tout ce processus-là. Et donc aujourd'hui, cette évolution est devenue facultative. Mais comme ce sont des temps de crise, et les temps de crise permettent justement de provoquer ces changements, de pouvoir évoluer. Et dans l'histoire, c'est ce qui a été prouvé en fait, que tout ce qui devait apporter de grands changements, apporter justement de nouvelles phases qui amenaient l'humanité à autre chose. Et donc, vous faites partie de cette humanité. Et dans ce processus, vous allez y participer ou pas. C'est un choix que vous allez faire. Alors, bien, je vous avais posé la question dans le chat. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vous réaliser? Eh bien, donc, on avait dit la peur de se réaliser quelque part. Je vous ai parlé de la peur de réussir il y a quelques minutes. Et donc oui, on ne va pas revenir dessus, mais la peur de réussir est peut-être d'ailleurs une des plus grandes peurs quelque part, puisque quand on change, quand on se réalise, quand on se métamorphose, c'était l'objet de la première conférence, eh bien quelque part on n'est plus forcément reconnaissable aux yeux des autres et on pourrait devenir jugé, on pourrait sentir un regard trop lourd sur nous, on pourrait se sentir rejeté d'un groupe d'amis, hein. Quand on regarde la pyramide de Maslow et quand on regarde la pyramide des besoins, il y a le besoin de sécurité, les besoins physiologiques, ça, quelque part, c'est normal, et encore, on pourrait se poser des fois la légitimité de ce besoin de sécurité, mais il y a aussi ce besoin de reconnaissance et ce besoin d'estime qui sont très, très importants chez l'être humain. Donc, quelque part, l'idée, déjà, dans un premier temps, c'est de pouvoir rééquilibrer ces besoins et de ne pas aller chercher de la reconnaissance en excès. La reconnaissance peut être quelque chose de très utile quand on a besoin de feedback, quand on a besoin de s'améliorer, quand on a besoin de progresser. Mais la reconnaissance et son besoin maladif
plus légitime aujourd'hui, surtout quand on arrive à l'âge adulte, qu'on n'est plus enfant et qu'on ne dépend plus de ses parents, eh bien, se pose la question de ce besoin-là et en tout cas de son existence dans notre vie. Quand on se métamorphose, on pourrait croire, et je dis bien on pourrait croire, puisqu'on parle de standard de réussite, on vous a parlé de tout ce que crée cette société, on pourrait croire qu'on est marginal. Quelqu'un qui a une idée différente des autres, ça y est, c'est quelqu'un de marginal. Quelqu'un qui pense différemment des autres, ah non, c'est quelqu'un de marginal. Dans une société surmédiatisée où quand quelqu'un a décidé de faire la pluie et le beau temps pour les autres, eh bien, les autres vont suivre. Et donc, du coup, celui qui va dire autre chose, qui va lever la main, qui va dire mais non, il y a peut-être quelque chose de différent, eh bien, on va le marginaliser, on va l'isoler parce que quelque part, il ne rentre pas dans le moule. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que font certains précurseurs. Ils ont créé un système qui s'appelle la sociocratie. Et la sociocratie part du principe qu'on peut être 10 autour d'une table à avoir le même point de vue. Le 11e aurait un autre point de vue, un point de vue différent des 10. Eh bien, ce 11e peut avoir raison. Et donc, dans des nouveaux processus de décision qui sont en train d'apparaître, donc c'est quelque chose de tout nouveau, eh bien, on prend conscience que ce n'est pas de la marginalisation, c'est quelque part de la différence, et que cette différence, elle apporte de la diversité, elle apporte quelque chose de nouveau, de riche, et c'est ça qui va permettre l'évolution. Donc on a envie de vous dire, si vous disent que vous êtes marginaux, mais soyez marginaux et remerciez-vous d'être comme ça, parce que c'est une preuve, quelque part, c'est un signe d'évolution. Et bien tout ça, c'est la métamorphose qui l'amène, et oui, ce n'est pas un chemin facile, parce que malheureusement, on a les autres qui nous projettent quelque chose. On pourrait d'ailleurs parler de l'allégorie de la caverne. Celui qui sort de la caverne et qui voit la lumière du jour, eh bien, il est rejeté par les autres. S'il essaye de rentrer et de dire aux autres, tenez, par ici, il y a le soleil, les autres lui disent, non, non, tu es dans le faux, le soleil est bien projeté par les lampes que projettent les soufistes, et quelque part, eh c'est une belle métamorphose, mais n'empêche que c'est quand même la personne qui est sortie qui a vu le soleil, donc laissons-lui, c'est quelque part, c'est lui qui s'est réalisé et c'est lui qui a évolué, même si ce n'était pas facile. Et donc voilà, quand on se réalise, on devient méconnaissable aux yeux de notre entourage, aux yeux de notre famille. En tout cas, c'est une possibilité. Mais il peut aussi se produire de belles choses. C'est-à-dire que quand on se réalise, on peut devenir méconnaissable, et puis au bout d'un certain temps, les autres vont dire mais c'est exceptionnel ce qui s'est passé. En fait, il a fait preuve de résilience, il a tenu, il a créé quelque chose. Eh bien, en tout cas, cette graine que vous semez en vous-même, eh bien, elle peut aussi rayonner vers les autres. Elle peut aussi vous permettre d'avoir de l'impact. Elle peut aussi vous permettre de contribuer à cette évolution collective. Donc, on dit, avant d'essayer de changer l'autre, eh bien, changez-vous vous-même. Eh bien, cet adage pourrait être aussi une de ces grandes idées de ce webinaire. Donc, n'ayez pas peur du regard des autres. N'ayez pas peur de vous séparer de cette reconnaissance ou de tout ce qui vous envoyait. Soyez vous-même, soyez dans le savoir-être. Donc voilà, alors, on va faire un petit exercice pour commencer. Comme ça, vous voyez la raison pour laquelle vous n'avez toujours pas une vision claire de la situation. Alors, imaginez-vous, vous pouvez mettre debout. Donc, essayez de ne pas vous blesser si vous devez marcher. Maintenant, donc, mettez-vous debout et regardez votre nombril. Mettez-vous là la position où vous regardez votre nombril. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez votre nombril? C'est-à-dire, vous avez une vision beaucoup plus restreinte de ce que vous avez. Et en plus, si vous bouchez les oreilles, vous n'entendez pas ce qui se passe et essayez de marcher en regardant votre nombril. Vous voyez que vous avez vraiment un champ de vision très très restreint et vous ne voyez pas les obstacles qui vont venir. Et en plus, au niveau du corps, vous n'êtes pas stable, vous êtes désaxé, puisque vous avez un effet, la tête qui se courbe, et si vous faites ça très longtemps,
vous allez avoir des douleurs, des courbatures. Et voilà, c'est ce qui se passe. C'est que quand on regarde trop son nombril, quand on regarde trop ses problèmes, quand on regarde trop ses douleurs, on n'a qu'une vision très restreinte de ce qui se passe dans le monde et autour de soi. Et en plus, on n'écoute pas puisqu'on se bouche les oreilles. C'est comme si on était presque sourd et même parfois aveugle. Et donc après, on se dit, pourquoi j'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi j'entends pas quelqu'un qui pourrait m'aider? C'est parce qu'on reste dans sa bulle. Et pourquoi on tombe toujours sur des obstacles? Parce qu'on a une vision très restreinte. Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe autour de soi et devant soi, si on regarde tout le temps son nombril. Donc, si vous relevez la tête, vous voyez que le champ de vision est beaucoup plus grand. Vous pouvez voir à gauche, à droite, et donc voir aussi devant vous tous les obstacles qui peuvent venir. Donc, si vous voulez avancer de manière beaucoup plus alignée, levez la tête pour avoir cet alignement, pour avoir cette vision globale, d'avancer avec plus de sérénité et de regarder les solutions qui sont autour de vous et plus dans votre nombril. Et le grand paradoxe dans tout ça, qu'on dit toujours, pourtant, notre ego, qu'on pourrait dire, voilà, le fait qu'on regarde son nombril et tous ses problèmes, toutes ses douleurs, c'est à cet endroit-là que se trouve aussi le centre de gravité qui donne la stabilité au corps. Chez les Chinois, on appelle ça, il y a un centre de gravité qui est un petit peu en dessous du nombril, qu'on appelle le Dantian. Et chez les Japonais, ils appellent ça la hara, qui sont en fait un centre où on trouve la stabilité. La différence, c'est que cette stabilité, ils peuvent s'y concentrer dessus, mais ils regardent droit devant eux et pas avec la tête sur le nombril. Ils savent qu'il y a un problème, et ce problème, ils peuvent trouver l'ancrage et avancer vers les solutions plutôt que sur les problèmes. Voilà, ça c'est une petite digression. C'est un exercice que vous pouvez faire. Et vous voyez vous-même si vous êtes trop focalisé sur vos problèmes ou vos obstacles, vos blocages. Relevez la tête, regardez, changez de posture, regardez autour de vous. Il y a peut-être des solutions quelque part. Et ouvrez vos yeux et vos oreilles à toutes les possibilités qui sont là. Et ça évite d'avoir une vision trop restreinte en regardant son nombril. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu du Tao. Et donc, le Tao va vous offrir donc une vue beaucoup plus propice à l'évolution pour vous aider à avancer dans le processus. Et dans ce processus, comme je vous ai parlé plus haut, regardez d'une autre manière, penser d'une autre manière, agir d'une autre manière. La solution n'est peut-être pas très loin, en fait. Le but, c'est aussi de trouver des solutions qui peuvent être très simples, qu'on se complique la tête pour les trouver, parce que on n'a pas la bonne vision ou la bonne écoute de cette solution, qui est peut-être juste à côté de soi. Et donc, donc là, c'est un Tao beaucoup plus simplifié et plus accessible et adapté à un temps moderne, pour que tout le monde puisse l'utiliser et s'accomplir. Et donc, on va commencer par le premier processus, qui est la transformation. La transformation, c'est de passer une forme à une autre. Ça veut dire que
on peut changer une énergie en une autre. Comme le yin et yang, vous voyez le processus, qui est un processus en perpétuel changement, il se change l'un en l'autre. Donc, tant que cette énergie existe, elle peut toujours changer d'une énergie à une autre, donc une énergie qui peut être négative en positif. Donc, une faiblesse en une force. Et dans la chimie, on parle de transmutation. Dans une transmutation, c'est une mutation, c'est-à-dire une substance qui est ordinaire se transforme en substance extraordinaire. C'est-à-dire que ça pousse même au-delà d'une transformation. On mute carrément. C'est-à-dire, quand on parle de la mutation génétique, c'est que c'était une force énorme qui a permis ce changement. Et dans la chimie, ce changement doit être très fort pour que ça puisse être effectif. Et donc, le processus des deux forces contraires et complémentaires du yin et yang crée en fait cette dynamisme qui fait que on peut le potentiel qui est caché en nous peut sortir et se transformer en quelque chose de très fort. Et donc, il suffit pas, comme je vous ai dit, de prendre conscience. Il faut et de comprendre. Il faut passer à l'action. Il faut le concrétiser, le manifester. C'est ce que et donc passer à l'action et donner cette force, cette capacité de notre intention ou de nos idées, donner cette impulsion vers la manifestation matérielle. Ça doit devenir concret. Et que cette passage à l'action doit devenir aussi une faculté, une capacité pour réaliser cela dans la matière. Et c'est le seul moyen d'expérimenter ce qu'on avait, nos pensées, nos idées, de manière concrète. Et ça permet de le vivre vraiment par l'expérience. Et c'est comme ça on acquiert aussi de la sagesse, parce qu'on a vécu des expériences, pas simplement dans la tête, pas simplement au niveau émotionnel, mais au niveau corporel, et que toutes ces énergies-là, dans ces trois dimensions, ont été transformées comme une expérience enrichissante, qui nous pousse à avancer, à se dépasser et à évoluer vers quelque chose de meilleur. Et donc, votre volonté de vous transformer doit prendre forme dans l'action. Et c'est une nécessité absolue d'expérimenter cela. Et même si vous le faites, vous ratez la première fois, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avancer et avancer petit pas à petit pas. C'est le but du chemin, justement. Et ce chemin est nécessaire à réaliser l'intention que vous voulez faire, les pensées que vous voulez réaliser. Et ce chemin, on le fait dans une direction bien précise et pas être dispersé dans tous les sens, comme beaucoup de personnes veulent tout réaliser parce qu'ils ont plein de potentiel, mais nous sommes tous multipotentiels. On n'est pas hors norme. On a tous un multipotentiel en nous. Maintenant, c'est de savoir lesquels on va mettre plus en avant, parce qu'on ne peut pas tout développer. On va développer les parties qui nous parlent le plus, lesquelles on est plus en phase. On va mettre des priorités. Et des priorités, on va mettre une direction dans ces priorités et voir ce qu'on est capable de donner et les ressources nécessaires qu'on peut utiliser pour les réaliser. Et donc, quand on a passé à l'action,
Maintenant, il faut trouver les moyens de s'améliorer, de passer à un état optimal. Donc, l'optimisation, souvent on parle d'optimisation dans le domaine informatique. L'informatique, c'est un grand ordinateur comme nous. Nous aussi, on est entre guillemets, un ordinateur vivant qui utilise des vieux programmes, qui vit de vieux logiciels, qui certains n'ont pas mis à jour depuis longtemps. Et du coup, vous constaterez que si vous travaillez avec un ancien ordinateur, avec un ancien logiciel, ça rame. Si vous n'avez pas mis à jour, vous êtes attaqué par des virus. Si vous n'avez pas mis un programme d'antivirus, c'est ce que fait Windows ou Mac. Ils mettent régulièrement le programme à jour. On optimise aussi, par les changements en se libérant des anciens schémas, des anciens programmes pour beaucoup mieux fonctionner et plus rapidement et de manière plus optimale. Et donc, chaque fois que vous passez par des moments difficiles ou quand vous déviez de votre trajectoire, le but, ce n'est pas de dire, voilà, j'ai encore raté, je n'ai encore rien compris de ce qui se passe, je vois pas pourquoi je dois vous culpabiliser par rapport à ça. Le but, c'est de dire que chaque situation est un moment d'apprentissage, un moment où vous pouvez vous enrichir et de tirer le maximum de ces situations, le meilleur des situations pour aller de plus en plus vers un état optimal, de retirer l'essence, la connaissance, l'expérience de chaque de chaque situation pour aller vers l'optimisation. Alors, deuxième point très important, donc pour se réaliser, dépasser ses peurs et ses doutes. Je vous avais partagé tout à l'heure, donc je vais venir sur ce point-là assez brièvement, que quand vous avez des peurs inconscientes, qui ne sont pas en tout cas à un niveau de votre vigilance actuelle, eh bien, il est tout à fait possible que vous vous auto-sabotiez. Alors, il y a eu tout un tas de travail sur les peurs, donc il y a beaucoup de peurs et elles sont présentes à différents degrés. Et voilà, en tout cas, si on devait nommer quelques peurs fondamentales, quelques peurs importantes, on peut tout à fait aussi les relier au concept des 5 blessures fondamentales. Eh bien, vous retrouverez la peur du rejet, la peur du jugement. On en a parlé tout à l'heure, mais vous pouvez aussi retrouver la peur de réussir, qui est en parfaite opposition avec celle d'échouer. Vous pouvez bien sûr aussi trouver la peur du manque, qui est reliée aux besoins de sécurité. Hein. Donc, par exemple, en temps de crise, j'accompagne des entrepreneurs, hein, ils ont de la trésorerie, ils ont de quoi tenir, ils ont de quoi innover, ils ont de quoi créer, ils ont de quoi mettre des choses en place, ils ont tout à fait les réserves pour tenir bon, mais néanmoins, ils ont peur du manque, ils ont un besoin de sécurité très fort, et cette peur du manque va les paralyser, et va les empêcher de se réaliser, de faire preuve de créativité, de faire preuve d'innovation dans leurs entreprises, et en ça, ils sont en train de s'auto-saboter. Ce qui est tout à fait dommage, parce qu'en temps de crise, il y a les plus belles entreprises qui ont pris naissance, et les personnes qui vont au-delà de cette peur du manque, et qui vont faire marcher du coup leur créativité pour trouver des nouvelles solutions et des nouvelles manières de faire. Eh bien, ces personnes-là ont souvent de très bons résultats, et même s'ils échouent, ils vont recommencer parce qu'ils sont dans un état d'esprit positif. Alors, la peur de l'injustice, mais c'est quoi la justice? Je me souviens, j'ai vécu dans une famille et la justice, c'était quelque chose de fondamental. Hein. Il fallait faire la même chose pour l'un que pour l'autre. Mais pourtant, nous étions tous différents, nous avions des besoins différents. Et puis à un moment, on a évolué hein, en famille, on a discuté de ça, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas d'injustice, on était tous différents, il y avait peut-être des choses différentes à mettre en place. Donc n'ayez pas peur de l'injustice. Et puis c'est quoi l'injustice? C'est bien souvent la plus grosse injustice, c'est bien souvent nous-mêmes qui nous l'offrons. On est bien souvent injuste avec nous-mêmes. Donc en ayant peur de l'injustice, et bien souvent on crée une injustice en nous-mêmes. Et cette peur peut bien entendu aussi être très très puissante, en tout cas dans un processus d'auto-sabotage.
Alors la peur de la trahison, on a été trahi à une époque, on a vécu quelque chose de difficile, et puis après, on va rentrer dans un schéma où il va falloir se mettre en collaboration avec quelqu'un d'autre, où il va falloir essayer quelque chose de nouveau, et puis la peur de la trahison va poindre le bout de son nez. Et donc du coup, juste le fait qu'une situation ressemble à ce qu'on a vécu dans le passé, on l'imagine qu'elle va se reproduire, mais c'est tout à fait dans notre tête, c'est dans notre imagination. Et donc cette peur de la trahison va nous empêcher d'agir, alors qu'on a une super opportunité qui est juste devant nous, juste par peur de trahison. Par exemple, dans les associations, dans les partenariats, dans les rencontres avec quelqu'un, on va avoir peur de se faire trahir. Puis une peur fondamentale, alors celle-là, elle est assez costaud, hein. Eh bien, la peur de mourir. Et bien souvent, quand on a peur de mourir et qu'on ne fait pas des choses, eh bien, finalement, on ne vit plus. Et donc, les personnes qui ont peur de mourir et qui s'empêchent d'agir par peur de mourir ou de souffrir, eh bien, finalement, ne vivent pas et ils se rendent compte à un certain moment, hein, il y en a beaucoup qui l'ont partagé sur leur lit de mort, et des grandes personnalités, hein, donc c'est pas innocent. Mais quand on a peur de mourir, peur de souffrir, eh bien, on s'empêche de vivre quelque part. Donc, voilà le paradoxe. Voilà dans quelle société on vit, puisque quelque part c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. On est très très mal accompagné à ce niveau-là. Alors voilà, quelles sont vos peurs? On a bien avancé dans la conférence. Je vous avais posé la question tout à l'heure dans le chat. Il y a pour l'instant peu de personnes qui ont encore répondu. Donc qu'est-ce que ces peurs vous évoquent? Est-ce qu'il y a des choses que vous ressentez, des choses bouger dans votre corps, au niveau émotionnel, là, quand on vous évoque tout ça? Voilà, est-ce qu'il y a des peurs qui montent là? Et je vous dis, ne les nommez pas forcément dans le chat, mais si vous avez des questions-réponses, à la fin, on prendra le temps d'y répondre. Donc, notez-les au moins sur un papier et on prendra un temps d'échange si vous le souhaitez. Donc, dépasser ses peurs et ses doutes. Alors, comment on s'y prend? Parce que c'est bien beau tout ça, hein, mais quelque part, on vous a livré quelques clés, on vous a dit qu'il fallait se mettre dans l'action. Donc, on vous l'a déjà dit une fois il y a quelques instants, mais les peurs peuvent être à un niveau conscient ou inconscient. Donc déjà, la première chose à faire, c'est travailler sur soi pour que cette peur remonte et qu'elle arrive à un niveau conscient. Il faut que ce soit devant vous. Si vous voulez contourner un mur, si vous ne voyez pas le mur, comment allez-vous vous y prendre? Donc déjà, avec le questionnement, avec l'écriture, si vous sentez qu'il y a quelque chose dans une situation qui vous bloque, prenez la peine de faire le travail. Posez-vous la question de manière ouverte. Mais qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? D'ailleurs, il se passe quelque chose hein, quand on va dormir, quand on change quelque part d'état, on passe dans un niveau inconscient. Donc vous pouvez aussi tout à fait vous dire, avant d'aller vous coucher, tiens, aidez-moi à comprendre un petit peu ce qui se passe. Là, ça marche très très bien aussi. Dans les rêves se passent des choses. Et ça peut vous aider en vous réveillant à avoir pris conscience de quelque chose. Donc en tout cas, l'idée, c'est d'aller faire remonter ces peurs à un niveau conscient. Sachez aussi que ces peurs sont reliées profondément à des besoins naturels. Je vous ai parlé de faire la pyramide de Maslow. Donc pour rappel, besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, besoin d'estime et un très beau besoin qui est le besoin d'accomplissement. Ensuite, donc, voilà, quand un besoin n'est pas assouvi, on va avoir une émotion et bien souvent une peur qui va se mettre de l'autre côté. Donc, si le besoin n'est pas légitime, c'est OK. Si vous n'avez plus un rond sur votre compte et que vous avez besoin d'aller gagner votre vie, là, c'est pas de la peur du manque. Ça, c'est quelque chose de naturel et effectivement, il faut mettre des solutions en place. Mais si vous avez de la trésorerie, si vous avez de quoi tenir et que vous vous empêchez et que vous avez une peur du manque un peu excessive, là, ce n'est plus forcément un besoin légitime. Donc, vous pouvez réinterroger cette peur du manque et essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient et comment vous pourriez la dépasser. On va en parler après. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une chose, c'est la peur est tout à fait un processus naturel. Si vous êtes en voiture et qu'il y a un cerf qui traverse devant vous, vous allez mettre un coup de volant et c'est complètement OK. Sinon, vous allez vous prendre le cerf et vous allez, en plus de nier votre voiture, vous risquez vous-même très gros. Donc, quelque part, c'est une forme de peur instinctive qui est tout à fait OK, qui est présente dans la nature pour nous protéger.
Mais si vous avez peur à chaque fois que vous montez dans votre voiture et que vous avez peur de prendre le volant, nous ne sommes plus sur une peur qui est dite de frayeur, vous êtes dans une peur qui est dite de l'émotion, c'est quelque chose qui se ressasse et qui peut s'accumuler en plus de ça en permanence. Donc là, si ça vous arrive, si vous êtes dans des situations où vous avez cette peur-émotion, questionnez-vous. Vous pouvez vous questionner, mais c'est relié à quel besoin et qu'est-ce que je suis en train de reproduire quand j'ai cette peur-émotion. Donc, première chose à faire, les identifier et les nommer. On les met dans le champ de conscience et puis on se dit, ça y est, là j'ai un ennemi, je vais le combattre, cette peur-là, là, elle m'empêche d'avancer, elle me pourrit la vie, elle m'empêche de me réaliser, donc maintenant je la nomme et je l'identifie. Donc quand on arrête de nourrir la peur, eh bien quelque part, il se passe quelque chose au niveau du yin, puisque la peur est reliée au yin. Donc s'il y a trop de yin, eh bien, il faut mettre un peu de yang. Donc quelque part, il va déjà falloir faire un premier travail, après l'avoir identifié, arrêter de la nourrir, puisque quand on alimente trop de yin, eh bien, on crée un excès, et après, tout excès quelque part va créer une problématique à un moment donné. Eh bien, il va falloir se dissocier de cette peur dans un premier temps. On dit en coaching qu'il y a l'associé et le dissocié. L'associé, c'est quelqu'un qui vit dans l'émotion, donc c'est tout à fait cool quand vous êtes dans un parc d'attractions et que vous êtes dans un manège. Par contre, si vous êtes dans votre émotion, quand vous êtes en train de réfléchir à votre parcours de vie, eh bien quelque part, ça peut commencer à poser problème, et dans ce cas-là, il va falloir se dissocier, c'est-à-dire prendre du recul, regarder la situation avec de la hauteur. Si vous vous dissociez de cette peur, vous allez pouvoir commencer à transformer cette énergie et générer du courage. C'est-à-dire que cet excès de yin va pouvoir commencer, on l'avait dit, à aller quelque part de l'autre côté et à donner quelque chose de beaucoup plus yang. On a parlé de volonté, là on parle de courage également. Eh bien oui, quand on a peur, eh bien il faut du courage. Donc mettez du courage dans la balance et ce courage va vous permettre de dépasser votre peur. Ça paraît tout à fait simple à dire oui, quand on a peur, il faut du courage. Mais quelque part, eh bien, il n'y a pas 36 recettes. À un moment donné, il faut passer à l'action. Et ce courage va être l'énergie qui va vous permettre de passer à l'action. Considérez-la comme une expérience enrichissante. Au lieu de regarder la mauvaise face de l'expérience, qui est qu'est-ce que vous risquez, vous pouvez tout à fait aussi écrire sur un papier. Qu'est-ce que vous pouvez gagner en vivant cette expérience? Qu'est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que vous allez développer, muscler comme capacité? Qu'est-ce que vous allez acquérir comme nouvelles compétences? Tout ça mis dans la balance va devenir un formidable levier de motivation et va vous permettre de continuer à avancer. Et tout ça va peser dans cette volonté et va vous permettre beaucoup plus facilement de rentrer à l'action. Donc écrivez vos peurs, arrêtez de les nourrir parce que sinon vous allez entraîner une grosse boule, hein, c'est comme une grosse boule qui va grossir, grossir, grossir et qui va finir par vous paralyser. Donc, dissociez-vous de la peur, transformez cette énergie de peur et générez du courage avec. Et pour ça, il suffit de la considérer comme une expérience enrichissante. Et là, il y a un petit travail à faire qui peut passer par l'écriture, mais aussi par le dessin. Selon votre créativité, eh bien, écrivez, nommez ce que vous allez gagner. Et là, vous ne serez plus dans la phase négative, mais vous allez commencer à être dans la phase positive. Donc, je vais faire un parallèle avec la médecine chinoise et en lien avec les émotions. Donc, la peur, c'est lié à l'eau. L'eau est liée au rein et à la vessie. Et donc, cette année-ci, c'est une année du rat d'eau, du rat de métal. Le rat est symbolisé par de l'eau. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, cette année, c'est que l'eau est très très forte. Donc ça veut dire l'énergie de la peur est très très forte. C'est un rat de marée qui vient tout nettoyer, qui a apporté cette peur en lien avec cette eau. Et en plus, le métal, c'est l'élément qui nourrit cette eau. Le métal est lié à la tristesse, lié donc au poumon et au grand intestin. Et donc, ce qui s'est passé avec le Covid. Et il faut savoir aussi que le système immunitaire est lié beaucoup au rein. Et quand vous avez peur, vous diminuez ce système immunitaire. Et quand vous êtes triste, ça diminue aussi
parce qu'il y a un lien entre le poumon, l'élément métal, et l'eau. Et donc, c'est ce que donne l'image de le Covid de cette année-ci, avec cette eau, avec cette peur, avec cette tristesse. Et ça, c'est la partie négative qui émergeait. Il faut savoir que dans un élément, il y a aussi sa partie positive dans l'eau. La phase positive est liée à la volonté, à la vitalité aussi. C'est pour ça que c'est lié au système immunitaire. Et donc, au niveau du métal, c'est le courage. Et pour éviter de se laisser submerger par ces éléments négatifs qui prend le pas, utiliser, transformer-les pour prendre la partie positive comme la volonté et le courage. C'est le même élément, il suffit juste de le transformer. Et vous voyez aussi ce mois-ci, le mois de septembre et août, c'est des mois métal. Donc la peur revient avec ce Covid et c'est le métal qui nourrit justement l'eau qui est symbolisée par la peur et qui prend le pas là actuellement. Donc ne le laissez pas envahir par cette peur qu'on vous donne à travers l'actualité. Reprenez votre courage, reprenez votre volonté d'avancer et d'évoluer. Il faut savoir aussi l'eau va être aussi très fort au mois de novembre et décembre. Ce sont deux mois d'eau. Donc la peur va monter en crescendo. Donc il faut s'y préparer, trouver un ancrage fort par rapport au processus énergétique extérieur qui pourrait prendre le pas sur le fait que vous pouvez déstabiliser par ces peurs. Et c'est le moment d'apprendre justement de ces expériences. Et donc pour apprendre à gérer ses peurs, il faut avoir de la stratégie aussi. Donc la stratégie, c'est d'élaborer des actions qui doivent être cohérentes et coordonnées pour atteindre ses objectifs sur le moyen et long terme. Ce qui est différent d'une tactique. Une tactique, c'est à court terme, avec un but très restreint. Et si vous voulez construire sur le futur, sur le moyen et long terme, il faut mettre en place des actions qui doivent être cohérentes et coordonnées. Et ça, il faut avoir une vision globale de ce qui se passe. Pour avoir une globale de ce qui se passe, il faut prendre du recul, comme l'a dit Kevin. Prendre du recul, c'est devoir déjà lever la tête, ne plus regarder autant son nombril, trouver des solutions face aux problèmes. Et quand on a une vision beaucoup plus globale, on peut commencer à faire élaborer des plans de manière le plus adéquate possible pour arriver à un chemin où on ne doit pas être trop blessé ou impacté, où on perd beaucoup de temps et d'énergie parce qu'on n'a pas bien élaboré, structuré le plan et de manière cohérente. Donc l'ancrage, c'est déjà commencer à accepter le monde comme il est. C'est pas essayer de contrôler ce monde, contrôler une force qui est plus grande que vous. Et quand c'est plus grand que vous, elle a tendance à vous écraser à un moment ou à un autre. Comme la peur. Quand on a peur, on a plusieurs solutions. On prend la fuite et on vit dans le déni. Ou bien on est paralysé par la peur et on bouge plus et on devient inactif. On peut avoir cette situation au départ, mais à un moment, on reprend ses esprits et on passe à l'action
et une action qui soit bien stratégique. Donc, Robert Kiyosaki, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres sur le succès, la réussite, qui dit qu'il faut faire face à ses peurs et ses doutes, et un monde nouveau s'ouvrira à nouveau. Si vous ne faites pas face à vos peurs et que vous vous enfuyez, la peur sera toujours là et elle aura toujours faim et elle va grossir de plus en plus. Elle va vous envahir complètement et vous n'aurez plus le contrôle à ce moment-là. Et c'est là qu'on bouscule dans des situations complexes et difficiles et on se demande pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'on a laissé la peur envahir progressivement comme un animal qui est prêt à vous manger progressivement. Et c'est pas en le fuyant ou en étant paralysé que vous pouvez vaincre. C'est en étant beaucoup plus actif et en ayant du courage à faire face, même si c'est difficile, même si c'est dur. Cette énergie sera beaucoup moins forte que si on vit dans le déni. Voilà. Donc, la deuxième phase après l'ancrage, c'est justement d'avoir du discernement. C'est, comme je l'ai dit, de prendre du recul, voir la situation d'un angle nouveau, voir comment on peut agir, avancer dans le chemin, sans tomber dans des pièges, sans tomber dans des travers, dévier de notre trajectoire, vendre nos valeurs, notre identité à d'autres, laisser le pouvoir aux autres de contrôler notre vie, de contrôler notre réalisation. C'est le but de ce webinaire, se réaliser. Donc, trouver ce discernement pour avancer. Et donc, cette vision à 360 degrés nous permet aussi de voir tous les tenants aboutissants, l'impact qui peut agir sur nous, quelles sont nos faiblesses sur lesquelles on peut travailler, les leviers sur lesquels on peut travailler et nos forces qu'on peut utiliser pour faire face à ce genre de problème. Et le fait de voir une vision globale permet de travailler sur plusieurs problèmes à la fois et de pouvoir résoudre plusieurs problèmes à la fois parce qu'on travaille sur la cause, plus sur, comme je l'ai dit en médecine chinoise, on peut travailler sur une cause pour travailler sur plusieurs symptômes en même temps. C'est un gain de temps, un gain d'énergie et ça vous évite aussi trop d'efforts inutiles. En tout cas, s'il y a quelques points que vous pouvez retenir de cette webconférence, un processus quotidien pour vous réaliser d'abord la transformation, l'action et l'optimisation, les 3 lettres du mot Tao, un processus puissant quelque part pour se réaliser, d'abord se transformer, ensuite agir, ne pas être que dans le mental, ne pas être que dans la prise de conscience, et puis optimiser, c'est-à-dire s'ajuster en permanence en fonction des changements environnementaux, puisque la seule chose qui soit quelque part permanente, eh bien c'est l'impermanence, donc l'optimisation est nécessaire. Et c'est une étape très importante. Ensuite, dépasser ses peurs et faire preuve de courage, donc utiliser cette énergie du courage, qui vient aussi de cette forme de volonté qu'on a indiqué tout à l'heure, et donc dépasser ses peurs nous permet de mieux nous réaliser, puisque sinon nous retrouvons face à nos propres blocages et nous laissons grandir ces peurs qui viennent nous paralyser par la suite. Et puis ensuite, avoir une stratégie sur le moyen et sur le long terme pour pérenniser ses objectifs. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment de l'expérience avec beaucoup d'heures d'accompagnement. Beaucoup de personnes n'ont pas de stratégie ni sur le moyen ni sur le long terme. Ils ont besoin de répondre à des situations très rapidement. Ils n'élaborent jamais de plan, donc dès que ça ne marche pas, ils vont essayer de faire autre chose. Quand il y a un truc qui coince, ils vont essayer de faire autre chose. Donc ils ne sont pas du tout déjà dans l'optimisation, il n'y a aucune persévérance. Et puis quelque part, il n'y a pas de vision et de perspective stratégique. Ils sont au mieux dans la tactique, c'est-à-dire qu'ils utilisent des moyens techniques pour essayer d'arriver à quelque chose, mais ils n'ont pas du coup de résilience, ils ne tiennent pas sur le long terme.
Et dès qu'ils commencent à adopter une perspective stratégique qui vient de leur vision, eh bien, ils commencent à faire des choses beaucoup plus étalées. Et déjà, puis ils prennent beaucoup plus soin d'eux puisqu'ils sont moins dans l'empressement, ils respectent mieux leur rythme. Ils se rendent compte qu'ils sont plus efficaces, qu'ils travaillent beaucoup plus vite, qu'ils sont beaucoup plus productifs, mais surtout aussi beaucoup plus à l'aise. Puisque quand on a une stratégie, bien quelque part, c'est qu'on a commencé à dépasser ses peurs, en tout cas qu'on a commencé à les regarder et qu'on se met à les contourner. Et du coup, la journée se passe beaucoup mieux et les périodes difficiles, eh bien, on les passe beaucoup plus ancrées quand on a une perspective stratégique. Voilà pour les points essentiels et je laisse clore le bal. Et donc, ça nécessite, pour réussir à dépasser peur, il faut être cohérent. Et donc, cette cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on veut faire, donc entre le savoir-être et le savoir-faire. Et être cohérent entre nos valeurs et notre identité. Être cohérent, en fait, quand on dit quelque chose ou qu'on pense quelque chose, on le fait. Pas juste des mots, des grands volets, comme beaucoup de personnes disent, et après, au moment de passer à l'action et de concrétiser ça, ils n'y arrivent pas. C'est pour se rassurer de dire les gros mots, les belles phrases, ça nous déculpabilise par rapport à ça, et on se rassure en se disant ce genre de choses. Mais quand il faut passer à l'action et justement de mettre en action tout ça et de le manifester dans la matière, il n'y a plus personne là. Donc, il faut être cohérent par rapport à ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et donc, cette cohérence doit passer par les 3 dimensions de l'être, l'esprit, le cœur et le corps, mais aussi l'environnement de ce qu'on est, l'environnement, le timing, la place qu'on est dans cet espace-temps aussi. Et dans cet espace-temps, quand on est aligné dans l'être et dans l'espace-temps, on trouve sa place. On trouve sa place dans le monde, dans ce qu'on est. On retrouve le sens de ce qu'on veut faire, ce qu'on est. Et c'est là le vrai alignement qu'on parle de tous. Eh bien, voilà, dans le chat, on vous avait promis un livret qu'on a fait vraiment spécifiquement pour cette webconférence-là. Identifier vos peurs. Donc le principe, vous allez pouvoir télécharger votre livret en PDF, l'imprimer, écrire dessus et réaliser vraiment un travail personnel sur vos peurs, en espérant que ce processus puisse vous aider et puisse déjà déclencher certaines choses. Alors, on ne fait pas que des webinaires. Alors, ces 5 webinaires, c'est assez exceptionnel. On a passé beaucoup de temps à les préparer. On a vraiment eu cœur à les créer comme un chemin. Donc, les 5 sont complètement indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que si vous en avez raté un, vous pouvez bien sûr déjà retrouver le replay, mais vous pouvez bien sûr, si vous avez fait le 1, le premier, vous pouvez aussi regarder le 3e sans avoir vu le 2. Ils sont donc interdépendants les uns des autres, mais ils ont quand même été construits comme un chemin. Donc vraiment, l'idéal, c'est de pouvoir voir la série de 5, en tout cas si ça vous tient à cœur. On va commencer à monter en puissance au fur et à mesure. Donc, on était dans la première webconférence, l'art d'oser se métamorphoser. Aujourd'hui, l'art d'oser se réaliser. Puis donc la prochaine, ça va être l'art d'oser vivre en pleine cohérence. En tout cas, vous pouvez également nous retrouver sur Facebook. Donc sur Facebook, c'est assez simple. Vous tapez Code Tao dans la barre de recherche de Facebook et vous pouvez nous retrouver. On écrit pas mal d'articles, on essaye d'en écrire 1 ou 2 au minimum par semaine et on essaye pareil, d'être dans cette même optique de contenu accessible, de contenu simplifié et d'offrir une vision du Tao moderne. Donc vraiment
Les contenus sur Facebook peuvent être vraiment très intéressants pour ceux qui ont l'amour de la lecture et qui ont envie de s'offrir ces petites pauses de réflexion dans leur journée. On a aussi, bien sûr, depuis la fin du mois d'août, on a créé notre chaîne YouTube. Et donc, vous pouvez nous retrouver également donc, sur YouTube. Et c'est le même nom pour la chaîne YouTube, c'est Code Tao. Donc, je vais d'ailleurs vous partager mon écran parce que j'avais envie de vous montrer quelque chose vis-à-vis de cette chaîne YouTube ce soir. Hop, et je vais partager mon écran. Vous avez donc cette chaîne Code Tao. Vous retrouvez bien sûr notre petit logo là, voilà, qui se situe là. Donc quand vous cherchez Code Tao, vous allez tomber sur la chaîne avec ce petit dessin que nous avons mis. Et donc il y a 2 playlists qui ont été créées. La première playlist qui est vraiment dédiée au webinaire, donc où vous allez pouvoir retrouver nos fameux replays de webinaires, mais minutés. Donc on prend vraiment le temps de minuter les différentes thématiques. Et par exemple, si je clique sur se métamorphoser à 9 minutes 30, hop, il va me mettre le curseur à 9 minutes 30. Donc ça peut être très pratique si vous avez envie de revoir vraiment les thématiques une par une. Et d'ailleurs, il y a une autre playlist qui va bientôt arriver suite à ces webinaires et à ces petites thématiques. Ça, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, on vous en parlera un peu plus tard. Et sinon, il y a vraiment une playlist qui est très importante à nos yeux. Pour rendre le Tao accessible, on a créé une playlist qui s'appelle Code Tao, la voie de l'accomplissement de soi. Et donc, ces vidéos-là sont numérotées. Donc, au fur et à mesure qu'on les met en ligne, elles sont numérotées. Et la première, donc Code Tao 0, présente la chaîne. Et puis ensuite, vous avez juste à suivre le chemin. On vous l'a balisé. Et donc, c'est des petites vidéos vraiment très chouettes. Enfin, on les a tournées en pleine nature, donc de beaux lieux à chaque fois. On a vraiment pris le soin de les faire aussi également comme un chemin. Et donc, pour l'instant, vous en avez 5 de disponibles. Donc voilà, libre à vous d'aller venir vous abonner à cette chaîne et d'aller nous mettre quelques likes si vous appréciez ces vidéos, mais aussi de réagir, nous laisser quelques petits messages dans le chat. C'est précieux pour nous aussi pour voir si ça vous plaît et si les contenus vous parlent. Voilà, j'espère que cette conférence vous a plu, vous a éclairé. C'est pas encore terminé puisqu'on vous a promis de vous répondre. Donc il y a eu une première de Fabien, 20h44, donc il y a quelques minutes. Merci pour les pistes de réflexion. Pour ma part, ce n'est pas bien identifié, donc on parlait des peurs. Je sens qu'il y aurait quelque chose à creuser vers les peurs de l'injustice et de la trahison. Il y en aura sûrement d'autres à découvrir. Donc voilà, si tu as identifié déjà des premiers peurs que tu nommerais l'injustice et la trahison, c'est souvent l'injustice, souvent c'est une réaction normale parce qu'on n'aime pas être pris en porte-à-faux par rapport à la situation et qu'on se sent lésé dans la situation en question. Et c'est un des premiers sentiments qu'on aurait trouvé ce qu'on a vécu comme injuste. La question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment si tu as bien vu la situation de manière très globale ou parce que tes émotions ont été focalisées sur la situation en lui-même et que pour le moment t'as pas pris peut-être assez de recul pour voir de loin ou de haut la situation globale. Et donc ça prend un petit peu de temps par rapport à ça. C'est de progressivement s'écarter de ces émotions et pour avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe. Et peut-être justement, peut-être ce sentiment d'injustice au départ peut se transférer à une autre peur beaucoup plus profonde que l'injustice ou la trahison.
une situation difficile, une situation qui vient nous perturber, qui vient nous déstabiliser, c'est pour aussi mettre le doigt sur quelque chose qu'on n'a pas travaillé ou qu'on devrait travailler et avancer, faire quelque chose de mieux. C'est une situation qu'on a peut-être laissé pourrir, comme j'ai dit au départ, une peur qu'on a laissée, qui peut être inconscient, qu'on l'a laissée, qu'on l'a nourrie pendant des années, inconsciemment, et qui maintenant prend forme d'une manière ou d'une autre. Et comme je vous l'avais dit, si on vit dans le déni ou la fuite d'une peur, elle va toujours grandir. C'est votre ombre qui va vous suivre. C'est comme une ombre qui vous suit, mais qui grandit de plus en plus. Donc, vaut mieux faire face tant qu'elle est encore petite que lui donner toute sa pleine puissance sur vous et qui, à un moment, va impacter sur un événement dans votre vie et qui vous bouscule et qui vous empêche d'avancer, de croire que c'est impossible, ce genre de choses. Donc, là, il faut encore travailler, creuser un peu plus dans ce domaine-là. On va travailler encore un peu plus pour savoir si derrière ces peurs d'injustice, trahison, il n'y a pas encore d'autres peurs. Et d'ailleurs, si on peut faire un lien avec la médecine chinoise, la peur de l'injustice et la peur de la trahison est liée au métal. Le métal, c'est quelqu'un qui est très droit, c'est quelqu'un qui veut être juste. C'est quelqu'un qui peut être aussi très rigide. Est-ce que il n'y a pas une rigidité quelque part à vouloir imposer son point de vue, sa vision des choses, qui fait que, à force d'être rigide, la situation crée son contraire. Et quand l'énergie de cette peur se manifeste, ben c'est son contraire qui vient. Là, c'est déjà des pistes de réflexion. Oui, ça. Il y a de la réflexion. Moi, je vais juste intervenir sur un aspect sur ce truc-là, parce que j'ai souvent rencontré en coaching. C'est un principe qu'on appelle, tu as parlé de dissociation de l'émotion à un moment donné, mais déjà de quelle émotion on se dissocie. Et quand on vit de la peur de l'injustice, alors je sais, puisque moi la peur de l'injustice, c'était une histoire. Puis tu parlais du métal, et ben voilà, moi j'ai beaucoup de métal dans mon thème, donc là, j'ai été arbitre de handball, j'ai été délégué de la classe au collège, au lycée, j'ai été représentant du personnel dans une grosse entreprise de restauration au CHSCT. Donc quelque part, la justice, c'est quelque chose qui m'a toujours animé au fur et à mesure de ma vie. Et c'est en prenant un peu de hauteur que je me suis rendu compte de tout ça. Et donc l'injustice, quelle émotion ça déclenche chez toi, Fabien, quand tu sens de l'injustice arriver? Est-ce que tu sens de la colère? Est-ce que tu sens de la tristesse? On parle de grosses émotions fondamentales, hein. Bien sûr, elles peuvent être teintées, colorées d'une autre manière, mais en tout cas, on pourrait dire que c'est des émotions assez racines. Et je te dis ça parce que souvent, l'injustice, on pourrait... je ne vais pas projeter, hein, c'est très dur quand on n'a pas de discussion, mais voilà, c'est un travail sur l'émotion. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Si par exemple c'est de la colère, demande-toi si la colère n'a pas pris la place quelque part de la tristesse. C'est-à-dire, par exemple, par croyance, par éducation, on pourrait dire que la colère est plus juste que la tristesse, par exemple, pour le cas d'un homme, ou l'inverse pour le cas d'une femme. Il n'y a pas vraiment de règle en fait, mais on peut aussi se poser ces questions-là, puisque quand on va vraiment mettre le doigt sur la bonne émotion, on va gagner en maturité émotionnelle et on va pouvoir s'en dissocier de cette émotion. C'est-à-dire que si on ne se dissocie pas de la bonne émotion, on va continuer à alimenter quelque chose sans s'en rendre compte. Et la vraie émotion va continuer à tourner de manière naturelle. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu ressens vraiment au fond de toi? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Et ça peut être une clé, puisque des fois on va superposer une émotion au-dessus d'une autre. Donc voilà la petite clé supplémentaire par rapport à ça. La colère est liée au foie, donc à l'aliment bois, et la tristesse est liée à l'élément métal.
Et en fait, si la colère et la tristesse ne sont pas évacuées, on rentre dans un processus de victimisation, de complaisance et d'addiction même pour certains. Et on crée une sorte d'addiction parce que notre système émotionnel n'arrive plus à gérer cette colère, cette tristesse qui n'a pas été évacuée convenablement. Et donc, on crée un système de compensation, justement, dans la victimisation, dans la complaisance, dans l'addiction, quelle qu'elle soit, que ce soit l'alcool, la cigarette, le sexe, le besoin de plaire, le besoin de même intellectuel, des gens qui n'arrêtent pas d'apprendre parce que c'est une addiction. Le fait de faire beaucoup de sport, par exemple, excessivement, on rentre dans l'excès de quelque chose qui crée ce déséquilibre. Donc, le processus, c'est de revenir dans le chemin inverse de ces éléments et de créer en fait un processus énergétique inverse. Et donc, ce travail, ce chemin qu'il faut faire pour retrouver l'élément en question qui se trouve dans sa juste valeur, parce que l'élément bois, c'est quand même lié à la bienveillance par rapport à la colère. Et l'élément de métal, c'est lié quand même au discernement et à la justesse. Ce n'est plus la justice, mais la justesse. Être juste dans ce qu'on voit réellement. Bon, je pense que là, il a une réponse complète. Alors, Monique qui nous a dit « Tu ne te rends pas compte, c'est ce qu'on entend quand on n'a pas peur. » Donc, j'ai demandé une précision. Donc, Monique nous explique qu'elle a été mariée avec un homme qui avait toujours peur. Il utilisait ce gros mot à tout vent et elle fonçait. Et ça le dérangeait de la voir aussi détachée. Elle était donc jugée comme une inconsciente et elle me dit grrr. Oui, voilà. Donc là, dans ce cas-là, quand on a peur, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien on est paralysé, ou on vit dans le déni. Et la plupart du temps, après la paralysie, on vit dans le déni. C'est beaucoup plus simple à vivre. Et donc, quand on vit dans le déni, c'est toujours les autres le problème, pas le nôtre. Pour se déculpabiliser, pour ne pas prendre ses responsabilités. Et donc, les personnes qui vivent dans le déni ne prennent pas leurs responsabilités, ne font pas face à leur peur. Et c'est beaucoup plus facile pour eux de vivre comme ça. Mais tôt ou tard, la peur les rattrape d'une manière ou d'une autre. C'est comme je vous ai dit, c'est une ombre qui vous suit, de toute façon. Et elle sortira d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, quand ton ex-mari te parlait d'être inconsciente, c'est pour justement se déresponsabiliser par rapport à ça et de trouver un bouc émissaire pour ne pas faire face à ses vraies peurs. Ouais, alors en coaching, on travaille avec un outil qui se partage très bien en séance qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Et celui qui dit à quelqu'un qu'il est inconscient et qui juge l'inconscient, on pourrait presque entendre, puisqu'il y a 3 états du moi en analyse transactionnelle, donc il se découpe un petit peu, il y a le parent, il y a l'adulte et puis il y a l'enfant, et on entend comme une communication de parent à enfant. Tu es inconscient, etc. Et celui qui n'a pas peur, et qui a envie d'y aller, etc., en général, c'est l'enfant libre. C'est celui qui a de la créativité et qui est dans l'accueil de la situation et puis qui veut se réaliser. D'ailleurs, il y a une remarque très intéressante de Fabien dans le chat. Lucie, moi, j'ai pas peur. C'est beau d'avoir 5 ans. Donc, l'enfant, quelque part, celui qui a peur, ce serait peut-être l'enfant soumis ou l'enfant rebelle, mais l'enfant libre n'a pas peur. Il met même ses doigts dans la prise et il vit l'expérience de mettre ses doigts dans la prise et puis après, il
il s'adapte, hein, il arrête de les mettre parce qu'il se rend compte que ça fait mal. Mais en tout cas, il n'est pas forcément tout de suite dans la peur, il est dans d'autres émotions comme la joie, ou enfin, voilà, peu importe. Mais en tout cas, là, j'entends une relation croisée entre un parent normatif et un enfant qui se veut être libre. Et donc, du coup, quelque part, l'idée, c'est quand il y a ce type de relation qui s'installe, c'est de casser la relation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'enfant qui répond aux parents, il faut interroger l'autre en mode adulte. Et d'ailleurs, le mode adulte est le seul mode qui permet de sortir de ces espèces de cercles vicieux qu'on pourrait appeler persécuteurs, sauveurs, victimes, hein, puisqu'il y en a un qui persécute l'autre, etc. Donc l'idée, c'est de changer la relation et aussi de se dire, bon, on a aussi quelque part, dans toute relation, une responsabilité. Et la première responsabilité qu'on a, justement, c'est de casser cette relation telle qu'on la regarde et de persévérer. Ça ne se fait pas forcément dans un premier échange, mais au fur et à mesure qu'on change une énergie, on change le lien relationnel et il y a quelque chose d'autre qui se produit. Donc Monique, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du bouc émissaire de l'autre côté. Et donc de ton côté, la responsabilité pourrait être de changer le cadre de la relation pour ne plus maintenir cette espèce d'énergie qu'il y a entre une prise mâle et une prise femelle. Là, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Françoise, je pense avoir identifié les peurs inconscientes après des années de travail sur moi, mais le passage à l'action reste par moments compliqué. Cela inhibe l'action. Yang. Parce que tu as peur de passer à l'action, peur de faire des erreurs. Justement, quand on passe à l'action, justement, c'est pour apprendre de ces erreurs. Et de ces erreurs qu'on apprend le plus. Et donc, si tu veux pas faire, si tu veux connaître ta peur, il faut essayer de la toucher, même s'il touche par petites touches, apprendre progressivement à savoir ce que c'est. Et donc, si tu laisses dans le virtuel, dans quelque chose qui n'est pas palpable, que tu peux pas nommer, que tu peux pas lui donner forme, ça va être difficile quand même de l'atteindre. Et donc, pour l'atteindre, il faut y aller. C'est comme dire, bon, voilà, l'eau est froide, allons-y quand même. On teste, même si c'est froid au début, mais après, on s'habitue. Et au bout de plusieurs essais, on s'habitue à cette eau et après, ça devient une habitude. Et on apprend à mieux connaître. Mais si on l'imagine, ça peut être bien pire. La peur va être beaucoup pire que si on passait à l'action. On fait que l'imaginer. L'action, ça ne veut pas dire que vous allez réussir parfaitement dès le début. C'est apprendre à faire les premiers gestes, à apprendre les premiers pas. Et à faire en mesure, vous construisez le chemin. Vous construisez le processus. Et donc, à force de construire le processus, vous arrivez à un moment à réaliser quelque chose. Et c'est là que vous commencez à vous réaliser par petits pas, par petites touches, parce que vous commencez à matérialiser ça. Sinon, ça reste dans l'ordre de l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, l'imagination peut être quelque chose de très fort, mais qui peut être aussi destructeur, parce que on est capable d'imaginer des pires choses, alors que dans la réalité, si on passait à l'action, ce n'est pas ça. C'était pas si terrible quand on passe à l'action. C'est l'imagination, le fait d'imaginer que ça peut être pire, que ça nous paralyse. Ouais. Et puis, il y a une peur qu'on n'a pas nommée dans la conférence, c'est la peur d'avoir peur. C'est-à-dire que quand on a eu peur, on peut avoir peur d'avoir peur. Je ne sais pas si c'est ton cas, je ne projette pas du tout là-dessus, mais moi, ça me fait penser, un petit trait d'humour avant la fin, ça me fait penser à Astérix en Normandie, où les Vikings ne connaissent pas la peur et ils essayent de voir ce que c'est parce qu'ils ont peur d'avoir peur, en fait. Et quelque part, ils ont besoin de retester ça pour vérifier que c'est pas si grave que ça. Et puis, ils remercient Astérix en étant tout tremblotant et en
en allant se jeter du haut de la falaise pour voir ce que c'est que la peur. Enfin bref, c'est tout un... Mais en tout cas, voilà, de manière très humoristique, oui, la peur d'avoir peur. Alors, une autre peur, par image, on peut aussi dire que, comme je vous ai parlé de l'ombre, on peut avoir peur de cette ombre. On peut avoir peur de son propre ombre. C'est ça, voilà. C'est ça. Exactement, voilà. Ça. Alors, donc, une ombre, c'est une ombre. Hein. Ce n'est qu'une projection. C'est ça, c'est de l'imagination. Si on donne de l'importance à cette projection, elle va prendre de l'importance. Et on a dit que la pensée crée dans la matière, hein, donc c'est valable pour se réaliser, mais c'est aussi valable de l'autre côté. Hein, donc les peurs peuvent créer aussi, se matérialiser et prendre de l'importance. Donc il y a aussi arrêter, on a dit dans le processus, arrêter de les nourrir, arrêtons de les nourrir. Une fois qu'on les a identifiés, après on les lâche, on arrête de les nourrir, parce que si on les nourrit, elles vont grossir. Donc c'est bien de les identifier, mais si on les nourrit en permanence, elles vont grossir, 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 grossir. Donc arrêtons, une fois qu'on les a nommés, on arrête de les nourrir, on met une stratégie en place, on les contourne et on expérimente dans l'action. Alors. Voilà. Et aussi, ça sert à rien de fuir. Parce que l'autre ombre vous rattrape. De toute façon. La colère, la tristesse d'abord, donc c'est la colère qui se met au-dessus de la tristesse. Donc voilà, c'est bien de reconnaître les deux déjà. C'est sur la tristesse qui a peut-être un travail à faire. Merci pour votre réponse de Mage. Trop tard pour mon ex. Oui, mais ce n'est pas trop tard pour toi. Voilà, exactement. Parce que des fois on reproduit, hein, les scénarios, les scénarios reviennent des fois dans la vie. Donc garde ça pour toi, ça peut être utile par la suite. J'ai peur de mon ombre, bah oui, je pense que notre ombre, on a tous eu peur à un moment donné, hein, c'est ce qui nous fait sortir et aller vers la lumière. Ma vraie peur, ma part d'ombre, de Fabien, ben oui, on pourrait parler de l'ombre et de la lumière pendant très très longtemps ce soir. Dont la part d'ombre, c'est aussi le yin et yang qui se transforment. Donc, c'est des énergies qui peuvent être des contradictions, des paradoxes, qui peuvent être utilisées comme levier plutôt qu'une faiblesse. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, en tout cas, moi, je suis ravi d'avoir passé ce temps-là avec tout le monde. Je suis très contente aussi d'être présent. Et nous sommes tous les deux ravis de pouvoir vous éclairer, de vous aider un petit peu dans ce chemin, de vous donner quelques réponses à avancer. Raphaël qui nous partage qu'elle a beaucoup apprécié cette soirée. Cette soirée lui laisse de vraies pistes de réflexion et d'exploration. Eh bien, écoute, c'est un vrai plaisir, Raphaël. C'est vraiment, on était là pour ça. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer cette soirée et on vous dit à la semaine prochaine pour le 17 septembre pour la suite du chemin. Voilà. Eh bien, ce sera un plaisir de vous retrouver sur votre chemin et sur le nôtre aussi, bien entendu. Donc, on se croise, hein, les chemins se croisent. Et on sera ravis de vous retrouver effectivement le 17. Et bonne fin de soirée à tous, à toutes. Bon appétit. Bonne soirée à toutes et à tous. Et donc, à très bientôt pour la suite des aventures.